Source de vie et de mort, l'eau emporte les cadavres, efface les indices et détruit les preuves. Pour les enquêteurs, l'eau est une adversaire rusée. Pour les criminels, elle est une complice de choix. Car pour le crime parfait, un peu d'eau suffit. Notre enquête se déroule à Oromocto, une petite municipalité du Nouveau-Brunswick située sur la rivière du même nom, à une vingtaine de kilomètres de Fredericton, la capitale provinciale. En fait, Oromocto est un mot autochtone qui veut dire « eau profonde ». C'est un endroit calme, propre et paisible, où les crimes violents sont très rares. Les eaux de la rivière Oromocto cachent un secret. Mais un certain printemps, sa température près du point de congélation et son engorgement à cause de la fonte des neiges trahiront le mystère que la rivière aurait dû camoufler. Le samedi 13 avril 1991, un appel est reçu au poste de la Gendarmerie royale du Canada à Oromocto. C'est Gail Bischoff qui déclare que sa fille Pamela, 14 ans, n'est pas rentrée à la maison depuis la veille au soir. L'agent Gilles Blin arrive au poste pour son quart de travail et prend connaissance de l'appel. Je suis allé rencontrer Mme Bischoff au cours de l'après-midi du 13 avril 1991. Elle était folle d'inquiétude. Elle m'a dit que sa fille n'était pas rentrée de la nuit et que c'était tout à fait inhabituel. Pamela venait toujours coucher à la maison. Et il n'y avait aucune raison justifiant son absence. Tout au long de l'avant-midi, ils ont fait des recherches dans l'espoir de la retrouver. Leur démarche n'ayant rien donné, elle a signalé sa disparition à la police au début de l'après-midi. Nous avions lieu de croire qu'un groupe de jeunes s'était réuni la veille au soir. Il y avait eu une fête près du pont ferroviaire. Les jeunes se rencontraient souvent à cet endroit pour fêter leur lieu secret, loin du regard des parents. Le pont ferroviaire traverse la rivière Oromocto dans la partie nord-ouest de la ville. En ce début d'avril, les eaux qu'il surplombe sont engorgées avec la fonte des neiges. Ils étaient un petit groupe à boire et à s'amuser, comme on s'amuse lorsqu'on a 15 ans. Puis, assez tôt en soirée, disons vers 9h ou 10h, le groupe a pris le chemin du retour, sauf Pam et Billy, qui n'ont pas suivi et qui sont restés sur place. On ne les a pas revus. D'après les informations recueillies par la famille Bischoff, Billy Stillman, 17 ans, est la dernière personne à avoir été vue avec Pamela. En autant que je sache, tous les ados présents ce soir-là, le soir du 12 avril, se connaissaient. Ils étaient amis ou copains. Selon les témoins interrogés, le seul qui n'ait pas fait partie de la bande était Billy Stillman. On savait qui il était, mais rien de plus. La sœur de Pamela l'avait appelé ce matin-là. L'autre fille de Gail a téléphoné chez Billy et lui a parlé. Et elle lui a demandé « Billy, as-tu vu Pam? » Billy a répondu « Pourquoi? Elle est disparue? » Alors là, j'ai trouvé ça vraiment bizarre. Je ne m'attendais pas à une telle réponse. La mère de Pamela décrit au sergent Blin ce que sa fille portait lorsqu'elle a quitté la maison le soir précédent. Elle portait une veste noire, une blouse blanche à rayures, un jeans noir et des espadrilles blanches. Sa mère a aussi ajouté qu'elle portait des sous-vêtements, culottes et soutien-gorge de couleur rose à pois noirs. L'agent Gilles Blin recueille toute l'information que la famille peut lui fournir. Une déclaration intrigante faite par la mère de Pamela le surprend. « Ma fille est morte. Billy Stillman l'a violée, l'a tuée et a jeté son corps dans la rivière Oromocto. Et elle me regardait droit dans les yeux. Je ne peux vous décrire ce que j'ai ressenti. Il fallait être là. Vivre une telle expérience, cela donne froid dans le dos. J'ai tenté de la rassurer en lui disant « Nous allons tout faire pour la retrouver.
et je souhaite que les résultats ne soient pas ceux que vous décrivez. J'ai fait ce que je pouvais pour la réconforter. J'ai téléphoné à mon sergent et lui ai fait part des infos que je possédais. Il m'a dit « Peut-être devrais-tu attendre. Les coûts sont élevés les fins de semaine et il y a les ressources, etc. » Puis, je lui ai dit « Le problème est que j'ai le même sentiment. » Alors il m'a dit « Fais ce que tu crois devoir faire. » Chaque cas est différent. Il y a des gens qui passent leur temps à disparaître. Ce sont des fugueurs à répétition. Il faut évaluer chaque cas individuellement. Les gens croient devoir attendre 24 heures avant de signaler la disparition d'une personne. C'est faux. Si un enfant de 14 ans ne rentre pas à la maison et que c'est là un fait exceptionnel, il faut le rapporter sans tarder et nous allons nous en occuper sur le champ. L'agent Gilles Blin, avec l'aide d'autres policiers, amorce une enquête dans le but de localiser la jeune fille. Il nous fallait commencer par parler aux amis, aux dernières personnes à l'avoir vue. C'est ce que j'ai fait. J'ai commencé en parlant aux personnes étant les dernières à l'avoir vue. Toutes les informations convergeaient. Tous disaient « Billy était avec Pam et la dernière fois qu'on les a vus, c'était à Deer Park alors qu'ils nous ont laissés. » C'est tout ce que nous savions. Dès le début, Billy Stillman était la dernière personne à avoir été vue avec Pamela Bischoff. Il était donc pour nous une personne de grand intérêt. Le lendemain, l'agent Blin se rend à la résidence de Billy Stillman pour le questionner. L'entretien ne dure que quelques minutes. Il ne manifestait pas d'inquiétude. Il était calme. Il m'a répété la même histoire, à savoir qu'il avait laissé Pamela à quelque distance de Deer Park et qu'il ne l'avait pas revue depuis. Le même jour, les recherches pour la jeune fille s'intensifient. Nous avons remis sa photo au réseau d'information demandant l'aide du public, si quelqu'un l'avait vue, de bien vouloir nous téléphoner. Mais cette façon de faire comporte des inconvénients. Des gens téléphonent de partout, rapportant avoir vu la personne alors qu'il n'en est rien. Mais il faut quand même rechercher chaque appel. Nous avons poursuivi nos recherches. Nous avions les chiens pisteurs de la GRC ainsi qu'un de leurs hélicoptères faisant des recherches aux alentours de Deer Park. Nous avions aussi un bateau de la GRC fouillant la rivière pour tout indice pouvant nous aider dès le premier week-end. Mais, évidemment, nous n'avons rien trouvé. Règle générale, les fugueurs rentrent à la maison dans un délai de 48 heures et tout rentre dans l'ordre. Mais, pour moi, dans ce cas-ci, il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. En quête d'indices, les policiers questionnent des amis de Stillman. Ceux-ci disent qu'il est rentré vers minuit, dans la nuit du vendredi au samedi, avec des égratignures sur le visage, les pantalons mouillés et des taches de sang sur ses vêtements. Il aurait immédiatement mis ses vêtements au lavage, puis trouvé refuge dans l'eau du bain où il serait resté pendant 2 heures. Croyant qu'il y a quelque chose de suspect dans le comportement de Stillman, l'agent Blin décide de le questionner de nouveau. Le policier tente d'ébranler le jeune homme en le confrontant à la déclaration choc que la mère de Pamela lui avait faite. Le lundi matin à 8 heures, je suis allé l'interroger de nouveau. Je voulais obtenir de lui une déposition écrite. Je me souviens de cette rencontre comme s'il avait eu lieu hier. Je suis en uniforme, je suis en avant de lui, je le regarde droit dans les yeux et je lui dis « Billy, je sais ce que tu as fait. Tu as amené Pam au bord de la rivière, tu l'as violée, tu l'as tuée et tu as jeté son corps à la rivière, n'est-ce pas? Je suis un agent de police, je suis en uniforme. Lui, c'est un ado de 17 ans. Eh bien, cet ado n'a pas sourcillé, il n'a pas avalé, il n'a pas rougi, il ne s'est pas évanoui. Aucune réaction. Il n'a rien manifesté, rien qui aurait pu éveiller des soupçons. Si Billy Stillman dit la vérité, il est encore possible que Pamela soit en fugue et qu'elle réapparaîtra un jour. L'agent Gilles Blin veut s'assurer de soutirer toutes les informations possibles du jeune homme. Je l'ai alors amené au poste de police à Oromocto et j'ai pris sa déposition. Il m'a expliqué l'origine des égratignures qu'il avait, je prenais note, et il m'a donné une belle déposition déclarant comment, alors qu'il traversait l'autoroute, une voiture bondée d'Autochtones s'est arrêtée. Ils étaient 5 à bord d'une Crown Victoria de couleur marron et ils l'ont battu. Il s'est rendu chez lui et c'est pourquoi il avait plein d'égratignures et ainsi de suite. Je n'ai jamais été battu par 5 personnes, mais si tel était le cas, je ne crois pas que je pourrais marcher. Son histoire ne tenait pas debout. Que s'est-il vraiment passé le soir du 12 avril? Est-ce que Stillman a détruit des preuves importantes quand il a lavé ses vêtements?
Pamela Bishop est disparue le soir du vendredi 12 avril 1991 après avoir fêté avec des amis au bord de la rivière Oromocto au Nouveau-Brunswick. Tous les témoins soutiennent que Billy Stillman est la dernière personne avec qui l'adolescente a été aperçue. Est-ce qu'il s'agit d'une simple fugue ou est-ce que quelque chose de grave est arrivé à Pamela? Toute la communauté est en état d'alerte et les médias répandent la nouvelle de sa disparition bien au-delà de la petite municipalité. Le lundi 15 avril, l'agent Gilles Blin, le policier en charge de l'enquête, reçoit un appel de Halifax. Leonardo Caldi, un simple citoyen, offre de venir avec ses 2 limiers pour entreprendre une recherche canine. Je lui ai dit que je n'étais pas en mesure de le rémunérer et que nous avions terminé nos recherches, mais que s'il voulait venir, il était bienvenu. L'agent Blin est sceptique, puisque les chiens policiers de la GRC ont déjà fouillé les endroits où l'adolescente était allée avec ses amis le soir de sa disparition et n'ont rien trouvé. J'aurais pu lui dire non, c'est notre affaire, nous avons nos propres ressources, nous sommes en charge. Mais je suis large d'esprit et je lui ai dit, si vous voulez venir, c'est bien. Ma théorie est à l'effet que 2 têtes valent mieux qu'une. Je leur ai indiqué où habitait Pamela Bishop et on leur a dit où habitait Billy Stillman. Puis ils sont partis par leurs propres moyens et se sont mis à la tâche. Caldi poursuit ses recherches indépendamment des policiers. Gail Holotok est une détective privée spécialisée dans l'entraînement et l'utilisation des chiens pisteurs. Les chiens peuvent être utilisés de plusieurs façons pour chercher les choses particulières pour lesquelles ils ont été dressés. On peut les dresser à chercher de petits articles, on peut les dresser à chercher des êtres humains vivants, des restes humains ou encore à chercher des explosifs, de la drogue ou enfin n'importe quoi pour lequel ils ont été dressés. Les chiens sentent les cellules de la peau. Nous éliminons des milliers de cellules cutanées par seconde. Les chiens repèrent ces cellules, lesquelles se retrouvent sur les vêtements, ou alors, lorsqu'ils vous suivent, celles qui sont dans l'air. Si vous avez la chance d'avoir un chien multidisciplinaire, alors là, c'est formidable, car vous pouvez alors effectuer une recherche générale. Il va renifler l'air et ratisser la surface de recherche déterminée. L'espace étant délimité par des cordons, vous allez voir ce que fait le chien, comment il réagit aux diverses odeurs, et cela peut vous conduire à un article vestimentaire de la victime et même à son corps. Donc, si vous n'êtes pas certain que la personne disparue est vivante ou pas, la meilleure stratégie est d'imprégner le chien avec l'odeur de la personne disparue et de voir si le chien va trouver des articles lui appartenant ou son corps. Mardi, dans le courant de l'après-midi, j'ai reçu un appel de mon supérieur me disant de me rendre à la résidence des Bischoff sur le champ. Je me suis donc rendu chez les Bischoff. M. Caldi tenait un sac à sandwich, un sac en papier. Dans le sac, il y avait une petite culotte toute froissée. Le sous-vêtement avait certainement été dehors longtemps. La culotte était sale, très sale. C'était une culotte rose, à pois noirs. Lorsque j'ai vu la culotte, j'ai tout de suite regardé la mère de Pam. Elle pleurait. Et elle m'a dit, « Je vous l'avais dit, elle est morte. Elle est morte. » Caldi a entravé une des règles fondamentales de la manipulation de preuves dans une enquête. Lorsqu'il s'agit d'un homicide, si l'article trouvé fait partie de la preuve, vous marquez l'endroit et vous signalez à la police que vous avez trouvé un article qui pourrait être en rapport avec le cas de telle personne disparue. La police se rend sur les lieux et prend charge de l'enquête. En déplaçant l'article, non seulement cela nuit à l'enquête policière, mais cela peut même faire disparaître des éléments de preuve. Par exemple, un échantillon d'ADN qui serait sur le vêtement, sans parler de l'émoi créé chez les proches. Je leur ai demandé, « S'il vous plaît, amenez-moi à l'endroit où vous avez trouvé cet article. » Et ils m'ont conduit sur les lieux. Caldi mène l'agent Blin à un endroit sous le pont de ce qui fait maintenant partie de l'autoroute transcanadienne, aux abords de la rivière Oromocto. Les policiers n'avaient pas examiné le lieu puisque les amis de la disparue n'avaient pas été dans les environs le soir de sa disparition. On ne peut aller directement du pont ferroviaire au pont de l'autoroute. Il faut passer par une des rues principales d'Oromocto.
La topographie du terrain est telle qu'on ne peut y accéder sans passer par cette rue. Nous n'avions donc pas envisagé qu'elle pût être sous le pont de l'autoroute transcanadienne, parce qu'il n'y avait pas de raison qu'elle soit là. Il n'y a pas d'accès direct. C'est un endroit très isolé, désert. Il n'y a rien là. C'est une parcelle de terrain qui longe l'autoroute jusqu'à la rivière. Nous avons établi un périmètre de recherche le long de la rivière, mais il se faisait déjà très tard dans l'après-midi. Le niveau de la rivière était haut, la glace avait fondu. Il faisait très froid, mais le débit de la rivière Oromocto n'était pas très rapide parce que le niveau du fleuve Saint-Jean était très élevé. Cela a pour effet de refouler l'Oromocto un tant soit peu. Le courant était donc très faible. Le niveau de la rivière venait de baisser de près d'1 mètre, après avoir été engorgé quelques jours plus tôt par la fonte des neiges. Juste avant de quitter le lieu, il trouve un soulier de course blanc sur une roche au bord de la rivière. L'agent Gilles Blin se rend immédiatement compte que le soulier correspond à la description que la mère de Pamela a faite de ce que sa fille portait le soir de sa disparition. Elles ont probablement coulé à cet endroit et sont demeurées là, sur les rochers. Pendant que la GRC effectue une fouille plus approfondie des environs, l'agent Patrick Cole enquête sur un vol par effraction. J'avais d'autres enquêtes en cours, et parmi celles-ci, un vol avec infraction où Billy Stillman était un des suspects. J'ai donc procédé à son arrestation au motif de ce vol par infraction. L'agent Cole questionne Billy Stillman au poste de police. À la fin de l'interrogatoire, il en profite pour poser à Stillman quelques questions sur la disparition de Pamela Bishop. Comme toutes les fois auparavant, Stillman nie savoir quoi que ce soit à ce sujet. Cole lui révèle ensuite qu'un sous-vêtement de Pamela ainsi que son soulier de course ont été trouvés près de la rivière Oromocto. Puis, il relâche Billy. Le frère de Billy, CJ, et son meilleur ami sont aussi des suspects dans l'enquête du vol par effraction. J'ai commencé l'interrogatoire de son frère en rapport avec plusieurs vols par effraction dans les voitures. Puis au cours de l'interrogatoire, on a frappé à la porte. On m'a informé que j'avais un appel urgent que je devais prendre. J'ai donc laissé la salle où j'interrogeais le frère de Billy et j'ai pris l'appel. C'était le type que j'avais interrogé un peu plus tôt. Il m'a dit qu'il venait de rentrer chez lui et avait trouvé une note de Billy disant qu'il s'en allait dans la forêt et qu'il nous reverrait dans l'autre monde, qu'il avait un couteau et qu'il laissait tout ce qu'il possédait à différentes personnes. L'agent Cole interprète ceci comme étant une lettre de suicide. Il part en vitesse vers la résidence de Billy avec le frère de celui-ci. Est-ce que les gestes de Billy Stillman ont quelque chose à voir avec la disparition de Pamela? Retrouveront-ils Stillman avant qu'il ne soit trop tard? Pamela Bishop est disparue le soir du vendredi 12 avril 1991 après avoir fêté avec des amis au bord de la rivière Oromocto au Nouveau-Brunswick. Depuis plusieurs jours, les policiers et la communauté sont à la recherche de la jeune adolescente. Un sous-vêtement et un soulier appartenant à Pamela ont été retrouvés au bord de la rivière. Son corps n'a pas été localisé, mais on craint le pire. Billy Stillman, le principal suspect dans la disparition de Pamela, s'est enfui en laissant une lettre de suicide. Accompagné du frère de Billy, je me suis rendu chez eux et j'ai rencontré les amis de Billy. Son frère et ses amis se sont rendus dans la forêt. Je ne les ai pas accompagnés parce qu'ils craignaient que s'ils me voyaient, ils allaient s'enfuir. C.J. Stillman et son meilleur ami retrouvent Billy en larmes, assis sur un tas de bois, au bord d'un chemin forestier. Il le ramène à la maison où l'agent Cole l'attend. Il était très vexé du fait que des gens le harcelaient, et aussi parce qu'un jeune en particulier laissait entendre qu'il allait le tabasser. Billy confie à l'agent Cole que depuis que Pamela a disparu, des rumeurs circulent qu'il aurait quelque chose à voir avec son absence. Puis, soudainement, il dit que Pamela avait tenté de se suicider et qu'il avait essayé de l'en empêcher, puis qu'il l'avait laissée seule. Il n'y avait rien à dire. À ce stade de l'enquête, nous cherchions une personne portée disparue. Est-ce que les eaux de la rivière Oromocto détiennent la clé du mystère de la disparition de Pamela? Le lendemain matin, l'équipe de plongée arrive au bord de la rivière, près du pont de l'autoroute qui la traverse. Ils sortent leur équipement et enfilent leur combinaison de plongée.
Ils sont prêts à explorer les eaux de la rivière à la mi-matinée. Le bord de la rivière est rocailleux. La surface est très calme avec très peu de courant. L'eau est sombre, presque opaque, et sa température est à peine au-dessus du point de congélation. L'agent Dan Dessureau fait partie de l'unité de plongée de la GRC sur les lieux ce jour-là. La rivière Oromocto est peut-être 60 pieds de large. Et puis, le lit de la rivière a peut-être une trentaine, une quarantaine de pieds à son plus profond. Une dénivellation rapide là, d'à peu près, je dirais, une pente de 45 degrés. De là, on a fait l'entrée d'eau directement vis-à-vis où ce que les effets personnels avaient été retrouvés. Ils utilisent une technique connue sous le nom de technique du pendule. En fait, c'est tout à fait comme un pendule. En somme, le plongeur est attaché à un câble et effectue un demi-arc de cercle. Il s'arrête et change de direction à la fin de chaque arc. Chaque arc étant plus grand que le précédent. La procédure est répétée jusqu'à ce que la surface ou aire délimitée ait été entièrement balayée. Nous avions donc un bon aperçu de l'endroit où elle pouvait se trouver. Moi, j'ai aperçu Mlle Bischoff habillée de linge foncé. Puis qu'est-ce qui a attiré mon attention, c'était sa joue gauche qui était dans l'eau. C'était vraiment pâle, puis ça a vraiment appris mon attention. J'étais peut-être à quelques pieds d'elle quand j'ai pu percevoir. Et puis Mlle Bischoff a été retrouvée à peu près, je dirais, de 8 à 10 pieds de profondeur. Elle était en position fétale, le visage vers les roches, puis c'est comme si elle flottait juste au-dessus des roches. Fait que pour la sortir de l'eau, ben, on a fait très attention là, pour qu'elle se fasse accrocher, pour pas préserver le plus d'évidence possible. L'eau de la rivière Oromocto n'a pas gardé son secret très longtemps. On sait maintenant où est la victime. Mais il reste à savoir ce qui lui est arrivé et comment son corps a abouti dans ces eaux glacées. Lorsque nous avons sorti la dépouille de l'eau, elle avait son jeans à hauteur des cuisses, fermeture éclair ouverte, et elle ne portait pas de culotte et sa chemise était retroussée. Est-ce que le meurtrier aurait essayé de rhabiller Pamela avant de jeter son corps dans la rivière? J'ai remarqué que la victime portait des marques qui n'auraient pas été là si la cause de la mort avait été la noyade pure et simple. Elle avait un œil tuméfié, au point qu'il était presque complètement fermé. Le corps ne montrait aucun signe de décomposition, parce que l'eau était très froide. Mais il avait de multiples contusions. C'était évident qu'il avait été battu, sévèrement battu. Son visage était enflé, meurtri. Donc, dès lors, nous savions que c'était un meurtre. Ça crevait les yeux qu'il avait été agressé et qu'elle s'était vaillamment défendue. L'eau, qui aurait pu jouer un rôle complice en effaçant les indices du crime, n'a pas coopéré. Il est logique de penser que si vous jetez un corps dans la rivière, celle-ci va l'emporter, je ne sais où, et que peut-être ce corps ne sera jamais retrouvé. C'est ce qui arrive parfois dans le fleuve Saint-Jean. Et il ne faut pas oublier que la rivière Oromocto se jette dans le fleuve Saint-Jean, lequel est un immense cours d'eau se jetant à la mer. Les personnes disparues dans le fleuve Saint-Jean n'ont jamais été retrouvées. Alors oui, c'est possible, et il croyait probablement qu'en jetant son corps à la rivière, c'était ce qui allait arriver, et que ça allait s'arrêter là. Mais les choses ne se sont pas passées de cette façon. Une fois le corps repêché, il a été transporté à la morgue de Fredericton et la personne déclarée morte. Parce qu'il s'agissait d'un meurtre, le coroner a jugé qu'il fallait une autopsie médico-légale. Et par conséquent, le corps a été transféré à la morgue de l'hôpital régional de Saint-Jean, où l'autopsie a été pratiquée le lendemain matin. Avec la découverte du corps de Pamela, la nature de l'enquête change. Il s'agit maintenant d'un meurtre. Le cas passe alors entre les mains de l'unité de crime majeur de la GRC de Fredericton. Leurs confrères de l'unité d'Oromocto leur portent main forte. Le caporal Joseph Hine fait partie d'une unité médico-légale qui mène une fouille détaillée du site. On m'a confié la tâche de fouiller les lieux où la victime a été trouvée
Quelques endroits de moindre envergure sont venus s'ajouter après que l'on ait parlé à des gens. En fin de compte, l'aire de recherche était assez vaste, allant de sous le pont et le long des berges à toute la partie longeant la rivière, là où on l'a trouvée. On prépare une grille de façon à ce que l'on puisse y repérer tout ce que vous pouvez trouver. Sur le sable, sous le pont, il y avait plein d'empreintes. Manifestement, beaucoup d'ados étaient allés sous le pont. Il nous fallait enregistrer toutes ces traces. Nous avons eu l'aide des militaires pour effectuer cette recherche, mais nous n'avons rien trouvé de vraiment intéressant. Le père et la sœur de Pamela se rendent à la morgue et confirment ce que les policiers savent déjà. Le corps est bel et bien celui de Pamela. L'eau froide qui a empêché au corps de se décomposer cache aussi des surprises. Que révélera l'autopsie de Pamela Bischoff? Le corps de Pamela Bischoff a été découvert dans les eaux printanières glacées de la rivière Oromocto, au Nouveau-Brunswick. L'adolescente est disparue un soir après avoir fêté avec des amis. Billy Stillman, la dernière personne à avoir été vue avec elle, est le principal suspect. Une autopsie est prévue le matin du 19 avril 1991 pour tenter de déterminer la cause du décès et trouver des preuves qui pourraient confirmer définitivement l'identité du meurtrier. L'eau était très très froide, à peine au-dessus du point de congélation. À toute fin pratique, le corps avait été réfrigéré. Lorsque le corps revient progressivement à la température de la pièce, des ecchymoses qui étaient invisibles la veille font surface. Elles indiquent que la victime a été impliquée dans une lutte beaucoup plus farouche que les policiers ne l'avaient imaginé au départ. L'autopsie médico-légale est menée par le docteur Kalik. Le caporal Joseph Hine est également présent. Depuis que l'enquête est prise en main par l'unité des crimes majeurs de la GRC, l'agent Blin est le gardien des échantillons de preuves. À titre de conservateur des pièces à conviction, tous les éléments de preuve recueillis, sang, matériel génétique prélevé sur la dépouille, cheveux, enfin, tout élément de preuve m'est confié. Il m'incombe de préparer tous ces éléments de preuve et de les expédier au laboratoire pour examen et analyse. L'autopsie a révélé qu'elle était morte des suites de lésions traumatiques au crâne, ayant causé un œdème cérébral résultant en une hernie cérébrale. Ce qui veut dire que l'inflammation du cerveau a résulté en une invasion du foramen magnum, qui est le trou occipital, ce petit trou à la base du cerveau par où passe la moelle épinière. Le cerveau enflé a pénétré dans cet orifice. Cela se voyait très clairement sur les photos. Nous savions qu'elle était morte d'un traumatisme crânien. Il nous restait à effectuer une analyse des diatomées prouvant qu'elle ne s'était pas noyée. À l'époque, il y avait un pathologiste au Centre de médecine légale à Toronto. Il est décédé depuis. Il avait développé un test de diatomée. Selon lui, une personne qui se noie avale de l'eau, se débat et le rythme de son cœur accélère. Cette lutte contre la mort hausse le taux d'adrénaline et fait en sorte que la circulation du sang se trouve augmentée dans tout le corps. Voici son test. Vous prenez l'os le plus gros du corps, le fémur, vous le faites dissoudre dans une centrifugeuse avec de l'acide chlorhydrique. Les parois cellulaires des diatomées contiennent de la silice, ce qui empêche leur dissolution. Il vous reste donc les diatomées. À son avis, si vous trouvez ces organismes dans la moelle osseuse, c'est la preuve que la personne s'est noyée. De plus, les diatomées présentent des particularités selon l'endroit où elles se trouvent dans une rivière. Vous prélevez donc des échantillons d'eau et vous comparez les diatomées qui s'y trouvent avec les échantillons prélevés sur le corps, ce qui peut parfois déterminer l'endroit où la personne s'est noyée. Le pathologiste trouve des traces de sperme dans le vagin de la victime, indiquant qu'elle a eu des relations sexuelles le soir de son décès. L'ADN en était à ses premiers balbutiements. Les techniques actuelles sont à des années-lumière de celles qu'on utilisait alors. Des mois se sont écoulés avant qu'on reçoive les résultats. Nous avions du sperme, mais pour prouver que ce sperme était le sien et qu'il l'avait agressé sexuellement, afin de l'inculper de meurtre au premier degré, il nous fallait cette preuve d'ADN.
Telle accusation est automatiquement portée s'il y a agression sexuelle et que la victime décède. Pendant qu'on pratiquait l'autopsie, j'ai remarqué une morsure sur le ventre de la victime. Nous avons téléphoné au Dr. Fenton Smith de Moncton, qui est un odontologiste judiciaire dont c'est la spécialité d'examiner les preuves dentaires. Quelques heures plus tard, il était sur place et s'est mis immédiatement au travail. Il a pris des empreintes, des photographies, des mesures, et ainsi de suite. Les morsures sont comme des empreintes digitales. Ce sont leurs caractéristiques propres qui servent à identifier. La dentition de Billy Stillman était particulière. Il était de petite taille, il avait une petite bouche et plusieurs de ses dents étaient croches. Ça se voyait sur la morsure. L'odontologiste judiciaire devra plus tard comparer les moules faits à partir de la morsure découverte sur le corps de la victime à la dentition de leur principal suspect. Les enquêteurs décident aussi de faire un autre test sur le morceau de peau qui porte des traces de morsure. La peau portant les marques de morsure a été prélevée et placée dans le formaldéhyde. J'ai apporté ce spécimen au docteur Dorion à Montréal, qui est aussi un odontologiste judiciaire. Il utilise la technique de transillumination, laquelle consiste à placer une source de lumière intense à l'endos du spécimen, ce qui permet de voir s'il y a eu segment dans les tissus. Le test de transillumination doit déterminer si l'adolescente était morte ou toujours en vie lorsqu'elle a été mordue. S'il y a du sang dans les vaisseaux sanguins, cela indiquerait qu'elle était encore vivante. Mais les enquêteurs doivent attendre encore un moment avant de recevoir les résultats. Comme Mme Bischoff l'avait dit, en principe, Billy Stillman l'avait violée, tuée et jetée dans la rivière. Mais nous ignorions la séquence des événements. Quand l'avait-il jetée à l'eau? L'avait-il laissée sur place après l'avoir battue? Était-elle morte sous le pont et le lendemain matin, réalisant qu'elle était morte, il avait alors été jeter son corps dans la rivière? Personnellement, c'est ce que je crois, et je ne possède aucune preuve à l'effet contraire. C'est mon opinion. Je pense que, peut-être, il n'avait pas l'intention de la tuer. Mais elle est morte. Le lendemain matin, quand il reçoit un appel des Bischoff lui demandant s'il a vu Pam, il répond « Pourquoi? Elle est disparue. » Et on a un témoin qui rapporte un jeune homme qui lui ressemble courant vers la rivière. Je pense que c'est à ce moment-là qu'il a réalisé qu'il l'avait tuée. Il a été pris de panique et voulant faire disparaître toute trace du crime, il a jeté son corps dans la rivière. L'autopsie terminée, les policiers décident d'interroger leur principal suspect, Billy Stillman. Le 19 avril, il était à l'école. Nous avons reçu un appel du principal parce qu'il y avait du grabuge à l'école. Je m'y suis rendu parce que je voulais lui parler. Mais lorsque je suis arrivé à l'école, qui n'est qu'à quelques minutes de mon bureau, il avait déjà quitté les lieux. J'ai de nouveau parlé à son frère. Il est parti à sa recherche. Il a réussi à le trouver. Il l'a amené à nos bureaux. J'ai alors procédé à son arrestation. L'agent Cole escorte Stillman dans la salle d'interrogation. Gilles Blinn observe la conversation. Nous avions les résultats de l'autopsie. Je savais donc qu'on avait trouvé du sperme et qu'il y avait des traces de morsures sur le corps de Pamela Bischoff. Alors, lorsque j'ai procédé à l'arrestation de Billy Stillman, un des motifs était que j'avais besoin d'échantillons d'ADN, de cheveux et d'empreintes dentaires. L'avocat conseille à Stillman de ne rien dire aux policiers et écrit une lettre s'opposant formellement à la saisie d'échantillons d'ADN de son client. La GRC accuse réception de la lettre, mais décide de procéder quand même. À l'époque où Pamela Bischoff a été assassinée, il n'y avait pas de loi autorisant les corps policiers à effectuer de tels prélèvements.
mais nous en avions absolument besoin. Les policiers décident d'aller au poste de la GRC de Fredericton, à une quinzaine de minutes en voiture, où il y a les installations et l'équipement nécessaires pour prendre les échantillons. Nous avons donc recueilli des échantillons de cheveux et de poils pubiens et des empreintes de morsures à l'aide d'un moule en plasticine. Une fois la cueillette des échantillons complétée, l'agent Cole interroge le suspect. Puis je suis allé rencontrer Billy Stillman. Je l'ai interrogé durant plus d'1 heure. Tout au cours de l'entretien, il se tenait la tête baissée et se lacérait au sang en frottant l'ongle de son index contre son pouce. Il saignait et essuyait le sang sur son jeans. Il n'a pas ouvert la bouche. Il n'a pas dit un seul mot de toute l'entrevue. Il était accablé. Il n'a jamais levé la tête pendant plus d'1 heure. Puis il a dit qu'il voulait faire une déposition, mais il voulait d'abord parler à son avocat. Les échantillons d'ADN de Billy Stillman vont-ils correspondre à ceux trouvés sur la victime lors de l'autopsie? Une autopsie sur le corps de Pamela Bischoff révèle des traces de sperme dans son vagin. Des échantillons sont envoyés au laboratoire pour une analyse d'ADN. Les policiers ont aussi recueilli des échantillons d'ADN du principal suspect dans l'enquête, Billy Stillman. Celui-ci, en plein interrogatoire policier, annonce vouloir parler à son avocat avant de faire une déclaration. Après avoir parlé à son avocat, il a demandé à aller aux toilettes. Je l'ai accompagné et juste avant de sortir, il a utilisé une serviette en papier pour se moucher et l'a jetée dans la poubelle. Le sac plastique dans la poubelle était vierge. On venait de le remplacer. L'équipe de ménage venait de quitter et on était après les heures de travail. Donc, après avoir ramené Billy en cellule, je suis retourné aux toilettes et j'ai récupéré la serviette en papier qu'il avait utilisée pour se moucher. Après toutes mes années de service, je savais que tout ce qui a été jeté peut être utilisé en preuve. Et je savais à l'époque qu'on pouvait faire une analyse d'ADN à partir de mucus, de cellules mortes ou d'autres matériels du genre. Le jeu en valait la chandelle. Est-ce que les réflexes de l'agent Cole sont les bons? Malheureusement, lorsque l'interrogatoire reprend, Stillman refuse toujours de révéler quoi que ce soit. Nous avons poursuivi l'interrogatoire pendant quelques minutes. À ce moment, nous n'avions pas une preuve suffisante pour affirmer qu'il était impliqué dans le meurtre de Pamela Bischoff. Nous avons fait le point avec nos supérieurs au quartier général. On a décidé que les accusations retenues contre Billy Stillman, pour d'autres motifs, allaient être invoquées à l'appui d'une demande de mandat d'arrêt contre lui. Billy Stillman est gardé en prison à cause des accusations de vol par effraction qui pèsent contre lui. Son audience de remise en liberté sous caution a lieu quelques jours plus tard. Il a été libéré sur son propre engagement. Et après avoir plaidé coupable en la matière, il a été placé dans un foyer de groupe. Comme il était détenu dans un foyer de groupe, nous savions où il était. Les policiers en quête d'indices et d'autres sources possibles d'ADN fouillent la maison où le suspect réside. Une série d'articles, incluant des vêtements et des chaussures, est saisie. Après avoir été examiné et analysé, aucun des articles saisis n'a révélé quoi que ce soit d'important. Souvenez-vous, je vous ai dit plus tôt qu'il avait lavé ses vêtements en rentrant chez lui ce soir-là. C'est ce que les gens habitant à cet endroit nous ont dit. C'est clair que s'il y avait des indices, des éléments de preuve sur ces vêtements, il n'en restait absolument rien après les avoir lavés. Dans ce cas-ci, l'eau a bien joué son rôle de complice et éliminé toutes les preuves possibles. Nous ne pouvions pas faire beaucoup plus. Étant donné que le gros de la preuve reposait sur l'ADN, il ne nous restait qu'à attendre les résultats de l'analyse d'ADN. Les policiers reçoivent les résultats du test de transillumination. Il n'y a pas de sang dans la peau autour de la morsure, ce qui veut dire qu'elle était morte ou près de la mort lorsqu'elle a été mordue. Si la dentition de la morsure coïncide avec celle de Stillman, cela indiquerait qu'il était sur les lieux du crime lorsque Pamela est décédée. Nous avons dû patienter jusqu'à la fin novembre avant de recevoir les rapports d'analyse des divers échantillons que nous avions soumis.
L'échantillon de sperme soumis, celui de Billy Stillman, correspondait au sperme prélevé sur la victime. Il y avait une chance sur 16 milliards qu'il ne soit pas le donneur de cet échantillon. Son avocat est allé le chercher au foyer de groupe et l'a amené au poste. J'ai de nouveau procédé à son arrestation, cette fois pour le meurtre de Pamela Bishop. Une fois de plus, je lui ai demandé un échantillon de cheveux et une empreinte dentaire. C'était contre sa volonté. Nous lui avons dit que nous savions que c'était contre sa volonté, que nous allions quand même procéder et cela pourrait être soulevé devant le tribunal. Bien que Stillman n'a que 17 ans lors du crime, il est jugé en tant qu'adulte. En 1993, lors d'un premier procès, il est trouvé coupable de meurtre par la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick. Il porte sa cause devant la Cour d'appel de la province, avançant que les échantillons d'ADN ont été pris contre son gré. Graham Sleeth est avocat pour la couronne lors du procès. Le résultat de cet appel fut que notre cour d'appel provinciale, a accepté la présentation de la preuve, bien qu'elle ait considéré qu'il y avait eu violation des droits de l'accusé. C'est d'ailleurs suite à ce cas, entre autres, que les lois seront modifiées afin de permettre aux enquêteurs de prélever des échantillons biologiques pour analyse des empreintes génétiques. Maintenant, si la police estime qu'il y a du matériel génétique qui pourrait être utile à l'enquête, nous devons faire application pour un mandat de perquisition avec les informations disponibles et une fois le mandat obtenu, nous pouvons saisir le matériel. Insatisfait de la décision de la Cour provinciale, Stillman et ses avocats présentent un deuxième appel devant la Cour suprême du Canada. En dernière instance, la Cour suprême du Canada, tout en reconnaissant l'importance indéniable de la preuve d'ADN, a jugé que le prélèvement des échantillons sur la personne de Stillman était inapproprié et inacceptable, et donc, par conséquent, inadmissible. Lorsque l'affaire a été rejetée, plusieurs d'entre nous du corps policier étions mécontents. Non seulement parce que l'affaire avait été rejetée en raison d'un vide juridique, mais nous pensions à la famille, à leur frustration, à leur déception, et aussi au fait qu'ils auraient à endurer un autre procès. Toute la preuve d'ADN a été écartée, exception faite de la serviette en papier avec laquelle il s'était mouché. Tout le reste, les impressions dentaires, les échantillons de cheveux, de poils, tout a été retiré. Nous n'avons pas eu le droit d'utiliser cette preuve. L'agent Cole a donc bien fait de suivre son instinct et de saisir le mouchoir de Stillman dans la poubelle. L'empreinte génétique prélevée peut être utilisée comme preuve médico-légale. 6 ans après le meurtre de Pamela Bishop, la Cour suprême ordonne la tenue d'un second procès. Cela étant, nous avons obtenu un mandat pour recueillir de nouveaux échantillons. Son avocat, qui était nouveau au dossier, refusait même que nous lui adressions la parole. Toutes les fois où nous avons tenté d'obtenir des échantillons, il a nettement refusé de se soumettre à la procédure. Comme il refusait de collaborer, nous avons demandé à la Cour la permission d'utiliser la preuve déjà en notre possession. Face au refus de l'accusé de collaborer, le juge permet à la couronne d'utiliser les échantillons d'ADN et les impressions dentaires qu'ils avaient recueillies et analysées en 1991. Le second procès reconnaît Billy Stillman coupable de meurtre au 2e degré. Mineur au moment du meurtre, il est condamné à 8 ans de prison, soit la peine maximale selon le Code canadien. Aujourd'hui, en grande partie grâce à la controverse entourant les preuves d'ADN dans l'enquête du meurtre de Pamela Bishop, la police a le droit, avec un mandat, d'obtenir des échantillons biologiques d'un suspect. Mais le mystère plane toujours sur ce qui s'est réellement passé le soir du 12 avril 1991. Il n'y avait aucun témoin. Des 2 acteurs en présence, l'un est mort et l'autre garde le silence sur ce qui s'est passé le vendredi soir 12 avril 1991. Il n'y avait que 2 personnes sous ce pont et nous ne saurons jamais ce qui est arrivé, à moins qu'ils décident de nous le dire. Comme je vous l'ai déjà expliqué, j'ai ma propre théorie sur la séquence des événements. Nous avons les grandes lignes. Bien que les eaux de la rivière Oromocto nous aient rendu le corps de la victime,
elles ont emporté avec elles le secret du meurtre de Pamela Bischoff.